Il est par conséquent impossible, même pour l'homme qui voit le plus loin, de prévoir les pseudo-philosophies qui apparaîtront et qui exerceront un empire sur les esprits des hommes dans l'avenir. Or, sans doute, la philosophie ne change-t-elle pas, mais la manière dont l'introduction à la philosophie doit procéder change nécessairement avec les obstacles artificiels ou accidentels à la philosophie. Les obstacles artificiels peuvent être si forts à une époque donnée qu'une introduction artificielle très élaborée soit nécessaire avant que puisse commencer l'introduction naturelle. On peut imaginer l'émergence d'une pseudo-philosophie particulière dont la puissance ne pourrait être mise en échec que par la lecture la plus intense des vieux livres. Tant que cette pseudo-philosophie règne, des études historiques élaborées peuvent être nécessaires qui auraient été superflues et par conséquent nuisibles en des temps plus fortunés. Avant d'examiner si la pensée dominante de l'époque actuelle est, du point de vue de Spinoza, une telle pseudo-philosophie, nous risquerons à exprimer notre suggestion dans les termes de la description classique des obstacles naturels à la philosophie. Les hommes peuvent être si effrayés par la montée à la lumière du soleil, si désireux de rendre cette élévation tout à fait impossible à n'importe lequel de leurs enfants, qu'ils creusent un trou profond sous la caverne où ils sont nés et se retranchent dans ce trou. Si l'un des descendants désire s'élever jusqu'à la lumière du soleil, il lui faudra d'abord essayer d'atteindre le niveau de la caverne naturelle, et il lui faudra inventer des instruments nouveaux et très artificiels, inconnus et inutiles pour eux qui demeurent dans la caverne naturelle. Mais il serait un imbécile, incapable de jamais accéder à la lumière du soleil. Il perdrait la dernière trace du souvenir du soleil s'il s'enfonçait dans l'erreur au point d'imaginer avoir accompli un quelconque progrès par rapport aux habitants de la caverne ancestrale en inventant des nouveaux outils. Selon Spinoza, l'obstacle naturel à la philosophie est la vie imaginaire et passionnée de l'homme qui tente de se prémunir contre les échecs en élaborant ce que Spinoza nomme la superstition. L'alternative à laquelle l'homme est par nature confronté est donc celle entre d'un côté d'une explication du tout fondée sur la superstition et de l'autre l'explication philosophique. En dépit de leur antagonisme radical, la superstition et la philosophie ont ceci en commun qu'elles tentent toutes deux de donner une explication dernière du tout, et qu'elles considèrent toutes deux une telle explication comme indispensable pour guider la vie humaine. La philosophie se trouve dans sa situation naturelle, tant que la superstition conteste seule son explication du tout et qu'il n'existe pas encore de pseudo-philosophie. Or, il est clair que cette situation n'est plus celle de notre temps. Le caractère simple et direct des deux antagonistes originels qui menaient, sur le plan de la vérité, leur combat séculaire pour la direction spirituelle de l'humanité, a cédé la place à une attitude plus sophistiquée ou plus pragmatique. L'idée même d'une explication ultime du tout, d'une explication qui culmine ou qui commence nécessairement avec la connaissance de la première cause ou des premières causes de toute chose, a été abandonnée par un nombre toujours plus important de gens, non seulement parce qu'il serait impossible d'y parvenir, mais parce qu'elle serait dénuée de signification ou absurde. Les autorités sur lesquelles s'appuient ces hommes sont les sœurs jumelles appelées science et histoire. La science, telle qu'ils l'entendent, n'est plus la recherche de l'explication vraie ou ultime du tout. C'est pourquoi ils distinguent habituellement la science de la philosophie ou le savant du philosophe. Ils admettent ainsi tacitement et quelquefois même ouvertement la possibilité d'une science non philosophique et d'une philosophie non scientifique. De ces deux entreprises, la science jouit naturellement d'un bien plus grand prestige. Il est courant d'opposer le progrès régulier de la science à l'échec de la philosophie. La philosophie qui, sur cette base, conserve encore quelque légitimité, ne serait guère que la servante de la science que l'on nomme méthodologie, n'était la considération suivante. La science, rejetant l'idée d'une explication ultime du tout, se conçoit elle-même essentiellement comme progressive, comme le produit d'un progrès de l'esprit humain sur toutes les époques antérieures et comme encore susceptible d'un progrès ultérieur. Mais il existera un divorce tout à fait scandaleux entre l'exactitude de la science elle-même et la qualité de sa connaissance de son caractère progressif, aussi longtemps que la science ne s'accompagnera pas d'un effort au moins aspirant à l'exactitude pour prouver véritablement le fait du progrès, pour comprendre les conditions du progrès, et donc pour garantir la possibilité d'un progrès futur. La science, au sens actuel du terme, s'accompagne par conséquent nécessairement de l'histoire de la pensée humaine,
soit, comme ce fut tout d'abord le cas, sous une forme très rudimentaire, soit, comme c'est le cas aujourd'hui, sous une forme beaucoup plus élaborée. C'est l'histoire de la pensée humaine qui prend désormais la place occupée auparavant par la philosophie, ou en d'autres termes, la philosophie se transforme en histoire de la pensée humaine. La distinction fondamentale entre la philosophie et l'histoire, implicite dans la signification originelle de la philosophie, cède la place à un mélange de philosophie et d'histoire. Si l'on étudie l'histoire de la pensée humaine dans l'esprit de la science moderne, on aboutit à la conclusion selon laquelle toute la pensée humaine est historiquement conditionnée, ou que la tentative de libérer sa pensée de sa situation historique est une entreprise digne de Don Quichotte. Cette conviction, une fois établie dans les esprits, est constamment renforcée par un nombre toujours plus important d'observations nouvelles, l'idée d'une explication ultime du tout, d'une explication qui ne serait pas historiquement conditionnée, semble insoutenable pour des raisons que tout enfant peut manifestement comprendre. Dans ces conditions, il n'existe plus d'accès direct à la signification originelle de la philosophie, qui était d'être la recherche de l'explication vraie et ultime du tout. Dans cet état de choses, on ne peut avoir accès à la signification originelle de la philosophie que par le rappel de ce que signifiait la philosophie dans le passé, c'est-à-dire pratiquement par la seule lecture des vieux livres. Tant que la croyance à la possibilité et à la nécessité d'une explication ultime du tout prévalait, l'histoire en général et tout spécialement l'histoire de la pensée humaine ne formait pas partie intégrante de la tâche de la philosophie, même si les philosophes ont pu beaucoup apprécier toutes les informations sur la pensée antérieure dans une fonction absolument subordonnée. Mais lorsque cette croyance a perdu sa force ou après une rupture complète avec les prémices fondamentales de toute la pensée philosophique antérieure, l'intérêt pour les diverses étapes de la pensée antérieure devient alors une partie intégrante de la philosophie. Or, l'étude de la pensée antérieure effectuée avec intelligence et assiduité conduit à redonner vie aux manières de pensée antérieures. L'historien partit de la conviction selon laquelle la véritable compréhension de la pensée humaine est la compréhension de chaque enseignement du point de vue de son époque particulière, ou comme l'expression de son époque particulière doit nécessairement se familiariser de plus en plus avec l'opinion que son sujet d'étude ne cesse de réactiver en lui, suivant laquelle sa conviction initiale est erronée. Plus encore, il est amené à se rendre compte que l'on ne peut pas comprendre la pensée du passé tant que cette conviction domine en nous. Cette autodestruction de l'historisme n'est pas entièrement inattendue. L'intérêt pour la pensée du passé a gagné en force et a augmenté en sérieux grâce à la critique de l'approche moderne, à la critique de la science naturelle moderne et des doctrines morales et politiques qui accompagnaient cette science critique qui s'est développée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. La compréhension historique, le fait de redonner vie au mode de pensée antérieur, avait originalement pour fin de corriger les imperfections de l'esprit moderne. Cet élan était néanmoins corrompu dès le début par la croyance qui l'accompagnait, selon laquelle la pensée moderne, en tant que distincte de la vie moderne et du sentiment moderne, était supérieure à la pensée du passé. Ainsi, ce qui visait primitivement à corriger l'esprit moderne s'est-il aisément perverti en une confirmation du dogme de la supériorité de la pensée moderne sur toute la pensée antérieure. La compréhension historique perdit sa force libératrice en devenant historicisme, lequel n'est pas autre chose que la forme pétrifiée et pleine de suffisance de l'autocritique de l'esprit moderne. Nous avons vu comment il faut juger de la pensée qui prédomine à l'époque actuelle à la lumière des principes de Spinoza, ou comment on peut élargir en se tenant strictement à ces principes son opinion sur les obstacles à la philosophie et donc à la compréhension de ses propres livres. On acquiert ainsi le droit de s'écarter de ses propres règles de lecture en lisant ses livres. On se rend compte du même coup que l'on ne peut pas purement et simplement remplacer ces règles de lecture par celles que suivent effectivement de nombreux historiens modernes. Il est vrai que l'on pourrait caractériser ce que l'on entend aujourd'hui fréquemment par compréhension historique de la pensée de Spinoza, à savoir la compréhension de sa pensée du point de vue de son époque, comme une forme plus élaborée de ce que lui-même aurait appelé l'histoire de ses livres. Mais il est également vrai qu'il limitait le besoin de l'histoire à la compréhension des livres hiéroglyphiques. Nous n'avons tout simplement pas le droit de négliger son opinion selon laquelle des livres comme les siens peuvent et doivent être compris en eux-mêmes. Il nous faut seulement ajouter que cela doit être fait dans les limites du possible. Nous devons demeurer fidèles à l'esprit de son précepte. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, nous avons besoin pour la compréhension de ces livres d'une information qu'il ne nous fournit pas et qui n'est pas facilement accessible à tout lecteur raisonnable, quelles que soient les circonstances. Mais nous ne devons jamais perdre de vue
le fait qu'une information de ce genre ne peut avoir qu'une fonction strictement subordonnée ou qu'il est nécessaire de l'intégrer dans un cadre authentiquement ou explicitement fourni par Spinoza lui-même. Cela vaut pour toute connaissance qu'il n'a pas fournie directement et qui n'a donc pas considérée comme pertinente pour la compréhension de ses livres. Information sur sa vie, son caractère et ses intérêts, l'occasion et l'époque de la composition de ses livres, leur destinataire, le destin de son enseignement et enfin et surtout ses sources. On ne peut jamais considérer une telle connaissance extérieure comme fournissant la clé de son enseignement, sauf si l'on a prouvé sans aucun doute raisonnable qu'il est impossible de comprendre son enseignement comme il l'a présenté lui-même. Ce principe engendre dès le départ une saine méfiance envers les tentatives d'ailleurs extrêmement diverses de comprendre l'enseignement de Spinoza comme une modification de la Kabbale ou du platonisme ou comme une expression de l'esprit baroque ou comme le point culminant de la scolastique médiévale. Et toute déviation de ce principe expose au danger d'essayer de comprendre Spinoza mieux qu'il ne s'est compris lui-même avant de l'avoir compris tel qu'il se comprenait lui-même. Elle expose au danger de comprendre non pas Spinoza mais une fiction de notre propre imagination. La compréhension historique telle qu'on la pratique fréquemment conduit à l'erreur de considérer dès l'abord l'auteur que l'on étudie comme un contemporain parmi ses contemporains ou de lire ses livres comme s'ils étaient dès le départ adressés à ses contemporains. Mais des livres écrits par des hommes comme Spinoza dans sa maturité, qui se veulent des acquis pour toujours, sont dès le départ adressés à la postérité. Par suite, il les écrivit de manière à ne pas avoir besoin pour être compris de la connaissance préalable de faits qui, à sa connaissance, ne serait véritablement utile et aisément accessible que pour ses seuls contemporains à lui. L'envol pour l'immortalité exige une discrétion extrême dans le choix de son bagage. Un livre qui exige, pour être convenablement compris, l'usage, ou plus exactement la conservation de toutes les bibliothèques et des archives contenant des informations utiles pour son auteur, mérite à peine d'être écrit et d'être tout simplement lu, et il ne mérite certainement pas de survivre à son auteur. En particulier, il doit y avoir eu des faits et des renseignements très importants pour Spinoza pendant des années de formation, alors qu'il était naturellement moins capable que dans sa maturité de distinguer entre ce qui est seulement contemporain, qui du point de vue de Spinoza incluait probablement beaucoup de ce qu'il savait de la philosophie médiévale, et ce qu'il considérait comme digne d'être conservé. On peut raisonnablement considérer comme inutile toute information sur son développement, jusqu'à ce qu'on ait montré que l'enseignement ultime de Spinoza demeure mystérieux sans cette information. Dans la mesure où son enseignement est d'abord adressé à la postérité, l'interprète doit toujours garder à l'esprit la différence entre les livres de Spinoza et de la maturité et ses lettres. Les lettres sont d'abord adressées non pas à la postérité, mais à des contemporains particuliers. Tandis que l'on peut présumer que les ouvrages de sa maturité sont adressés au type le plus accompli de lecteurs, la plus grande partie de ces lettres sont manifestement adressées à des hommes plutôt médiocres. Le besoin d'information extérieure vient de ce que la prévoyance d'un homme à propos de ce qui pourrait être intelligible à la postérité est nécessairement limitée. Pour ne mentionner que l'exemple le plus frappant et en même temps le plus important, Spinoza ne pouvait prévoir, ou du moins il ne pouvait s'être prémuni efficacement contre le fait que la terminologie traditionnelle de la philosophie qu'il utilisait tout en la modifiant deviendrait obsolète. Ainsi, le lecteur d'aujourd'hui des ouvrages de Spinoza doit apprendre les rudiments d'un langage qui était familier aux contemporains de Spinoza. Si nous généralisons à partir de là, l'interprète de Spinoza doit reconstruire cet arrière-plan qui, du point de vue de Spinoza, est indispensable à la compréhension de ses livres, mais que ces livres ne peuvent raisonnablement fournir parce que personne ne peut tout dire sans devenir ennuyeux pour tout le monde. Cela signifie que dans son œuvre de reconstruction, l'interprète doit suivre les indications données par Spinoza et, secondairement, celles qu'il a laissées accidentellement dans ses écrits. Il doit partir d'une représentation claire fondée sur des énoncés explicites de Spinoza, des prédécesseurs de Spinoza tels que le voit Spinoza. Il lui faut attacher l'attention la plus grande à cette branche de la tradition philosophique, que Spinoza lui-même considérait comme la plus importante ou qu'il admirait au plus haut point. Par exemple, il ne peut négliger impunément ce que Spinoza dit de Platon et d'Aristote d'un côté et de Démocrite et Épicure de l'autre. Il lui faut se garder de la présomption niaise entretenue par une éducation sans lumière. Il sait mieux que Spinoza ce qui était important pour Spinoza ou que Spinoza ne connaissait pas ce dont il parlait.
Il lui faut être disposé à attacher un plus grand poids à des manuels médiocres cités par Spinoza qu'à des classiques dont nous ne pouvons être sûrs que Spinoza ait jamais su quelque chose. En essayant d'interpréter Spinoza, il lui faut faire son possible pour ne pas dépasser les frontières établies par la terminologie de Spinoza et de ses contemporains. S'il utilise une terminologie moderne pour rendre la pensée de Spinoza, ou même pour décrire ses caractères, il risque d'introduire un monde étranger à Spinoza dans ce qui prétend être une interprétation exacte de la pensée de Spinoza. C'est seulement après avoir achevé l'interprétation de l'enseignement de Spinoza, lorsqu'il s'agit impérativement de porter un jugement sur lui, que l'on est libre et que l'on est même dans l'obligation de négliger les propres indications de Spinoza. Spinoza prétend avoir réfuté l'enseignement philosophique et théologique central du passé. Pour juger de cette prétention ou de la force des arguments qu'il appuie, on doit naturellement examiner les classiques de la tradition, que Spinoza les ait ou non connus ou étudiés. Mais la compréhension du silence de Spinoza sur un fait ou sur un enseignement avec lequel il ne pouvait manquer d'être familier et dont la mention ou l'examen aurait été essentiel à son argument appartient à l'interprétation proprement dite, car la suppression de quelque chose est une action délibérée. Selon Spinoza, ces règles pour la lecture de la Bible ne sont pas applicables, à l'étude de ses propres écrits, pour la raison supplémentaire que la Bible s'adresse aux vulgaires, tandis que ses propres écrits s'adressent aux philosophes. Dans la préface au traité, il presse explicitement le vulgaire d'abandonner ce livre, et il recommande explicitement l'ouvrage aux lecteurs philosophiques ou aux philosophes. Les livres adressés aux vulgaires doivent être suffisamment intelligibles s'ils sont lus comme le vulgaire a coutume de lire. Autrement dit, leur substance doit se dévoiler à une lecture très inattentive et négligente. En d'autres termes, dans les ouvrages vulgaires écrits à des fins d'instruction, l'enseignement le plus fondamental doit être écrit en grosses lettres à chaque page, où il doit être l'enseignement le plus clair qui soit, mais il n'en est pas de même pour les livres philosophiques. Spinoza soutenait que l'on peut parfaitement comprendre des livres intelligibles sans que le lecteur sache à qui ils sont adressés. En soulignant le fait que le traité est adressé à un petit nombre d'hommes, il nous donne la première clé pour la difficulté spécifique de l'ouvrage. Il dit que l'ouvrage est spécialement destiné à ceux qui pratiqueraient la philosophie plus librement si une unique chose ne s'y opposait, savoir leur opinion que la raison doit être la servante de la théologie. Ceux qui pensent que la raison ou la philosophie ou la science doivent être au service de la théologie, Spinoza les caractérise comme des sceptiques, ou comme des hommes qui refusent la certitude de la raison, et le vrai philosophe ne peut pas être un sceptique. Spinoza utilise fréquemment comme des synonymes philosophie et raison, impliquant bien entendu par là que la philosophie est la perfection de la puissance naturelle de l'entendement humain. Ainsi, le traité est-il adressé non à des philosophes en acte, mais à des philosophes en puissance.